Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Des territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Avant de parler de la vidéo, je voudrais vous informer, pour ceux et celles qui n'ont pas vu sur l'onglet communauté ou ailleurs sur mes réseaux, que mon premier roman est sorti le 10 mai dernier. Succession est une revisite de la célèbre creepypasta Jeff the Killer, qui est ma préférée. C'est une version très allongée de celle présente sur mon blog. Je voulais depuis longtemps lui rendre hommage à travers une histoire de mon cru. Je tiens à préciser que ce n'est pas une simple nouvelle version, où seuls quelques éléments ont été modifiés, se contentant de suivre l'histoire de base. Dans ce roman, Jeff n'est d'ailleurs qu'un personnage secondaire. Je ne vais pas retracer en détail le résumé qui est indiqué en description du teaser sorti dernièrement sur la chaîne. Mais je voulais profiter de cette vidéo pour préciser cette sortie. Le lien pour le commander est présent sur l'onglet communauté. A noter que mon deuxième recueil de nouvelles, Creepy World, est toujours disponible sur la plupart des grandes plateformes. 2024 sera une année fournie en livres de ma part, puisque début juillet, un deuxième roman sortira, La petite fille sur la balançoire, suivi de 3 autres. Et la nuit tomba sur le monde, début septembre, La maison qui vivait, pour Halloween, et Necrophilia, suite de la nouvelle Celle qui aimait les morts adaptée sur la chaîne, quelques jours avant les fêtes de Noël. D'autres romans sont prévus de sortir en 2025, dont les versions longues de Club, Kriegerischer Wolf Project et Toutes les sirènes ne sont pas gentilles, premier volet de la saga Christa. Voilà pour mon actualité littéraire. Je vous détaillerai un peu plus le contenu des prochains romans à l'occasion de leur sortie. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, La Goule de Farburg, vous allez suivre un jeune garçon qui va découvrir le terrible secret de sa grand-mère, Flection, qui a porté une renommée appréciée au petit village où tous les deux vivent. Flection est une spécialiste de l'art macabre, dont les œuvres se vendent par centaines à travers le monde et très prisée de nombreuses personnalités du spectacle. Un succès qui fait des jaloux de la part de complotistes persuadés que la matière première de Flection, pour ses objets d'art, sont confectionnés à partir des cadavres des cimetières profanés dans la région. Ce qui a valu le surnom de Goule de Farburg à la vieille dame. Le jeune garçon, persuadé que tout ceci n'est que pure calomnie, va s'apercevoir que tout n'est pas que mensonge dans les accusations des détracteurs et que la vérité est encore plus monstrueuse qu'il n'y paraît. Une vérité qui se trouve cachée dans le petit village de Farburg, en plein cœur des territoires de l'autre monde. La Goule de Farburg. J'ai toujours admiré le travail de ma grand-mère. Bien que nombre de personnes trouvent ses œuvres un peu macabres, se voulant dans la droite lignée de l'art du tueur Ed dont elle avoue s'être inspirée, elle a acquis au fil des années une certaine notoriété en Allemagne, attirant nombre de curieux de sa boutique au sein de notre petit village de Farburg. Un attrait touristique non négligeable et offrant un afflux de potentiels clients pour les autres petits commerces du village. Une abondance financière dont profite également la mairie qui a vu l'opportunité de jouir elle aussi des fans et autres curieux de l'art de ma grand-mère, Flection. Même son prénom n'est pas commun. La proximité du Rothofen, dont les monts escarpés faisaient déjà la joie des amoureux des paysages naturels à part, ont donné l'idée à notre maire d'organiser des randonnées où un guide emmène les touristes désireux d'en savoir plus sur l'histoire du Rothofen et de ses secrets. Ceci à travers ses méandres rocheux afin de se retrouver au plus près et suivant un circuit préétabli de la poitrine, du nez ou du menton de la sorcière endormie, le nom donné à cette chaîne de montagnes. Le Rothofen est composé de 3 sommets situés dans le massif des Alpes de Berchtesgaden, au cœur du chaînon du Lachtongebirge. Le Vorderee, 1370 mètres, le Mittlere, 1396 mètres, et l'Hintere Rothofen, 1467 mètres. Son nom lui vient de son aspect, dont le voit de la vallée, donnant l'impression d'une femme au nez crochu allongé. La direction de la tête, avec le menton, le nez et la poitrine, sont clairement visibles au sud-est et au nord-ouest. La poitrine de la sorcière est composée du Mittlere Rothofen, aussi appelé Signalkopf. Le nez est formé par le Vorderee Rothofen, qui se divise en 2 parties, le Grosse Rothofen-Turm et le Kleine Rothofen-Turm, ce dernier étant également connu sous le nom de Mondgelas-Nasse, une allusion à la taille et la forme du nez de l'homme d'État bavarois Maximilian von Mondgelas. L'origine du nom de cet ensemble de montagnes puise ses sources dans une vieille légende, celle d'une sorcière opposée à l'arrivée du christianisme dans sa région, perturbant sa tranquillité. On dit qu'il y a 1000 ans de cela, elle s'est retirée au sein du monde de la montagne pour y trouver la sérénité, car ne supportant plus le peuple, en particulier les chrétiens qui menaçaient son activité, à savoir ses remèdes et ses potions sur mesure à l'usage divers, notamment pour se venger de personnes à la demande de ses clients, que ce soit d'un voisin riche, d'une mère acariâtre, d'un oncle insultant ou d'un ami indélicat pratiquant l'adultère.
Jalousie, intérêt économique ou politique, voire parfois simple farce, les clients de la sorcière Liselotte, son prénom, étaient nombreux, assurant une vie confortable à la vieille femme. Une opulence qui fut mise à mal avec l'arrivée de missionnaires au sein de sa ville de pêcheurs. Ce groupe de religieux fit ériger une église au sein d'une cité qui en était dépourvue. Dès lors, Liselotte a vu le nombre de personnes faisant appel à elle diminuer drastiquement. Plusieurs fois, elle a reçu la visite de ces hommes de foi, lui indiquant clairement qu'elle était indésirable au sein de cette ville qui était désormais habitée par la foi chrétienne, précisant qu'elle ne devait plus offrir ses services à des hommes ou des femmes perdus par leurs pensées mauvaises et en phase d'être sauvés par l'Église. Elle résista tant bien que mal à l'envahisseur. Parmi celui-ci figurait un évêque très vindicatif ayant juré de chasser l'impie de ce nouveau territoire de Dieu. Face à cette vindicte ciblée, Liselotte dut bientôt abdiquer. Nombre de ses clients s'étant réduits à peau de chagrin, il lui était de plus en plus difficile de supporter les attaques incessantes de l'évêque à son encontre. Liselotte, dégoûtée du monde des hommes et des actions de l'Église la concernant, quitta sans regret cette ville de traîtres sans reconnaissance de tout ce qu'elle avait fait pour eux. Elle s'installa dans la montagne proche pour y vivre dans le calme, loin de toute forme du christianisme qui avait tué son commerce. Pour autant, elle ne cessa pas tout à fait son activité, car les solutions qu'elle apportait continuaient d'attirer nombre de pêcheurs qui, malgré la distance et la difficulté à se rendre sur les lieux où Liselotte habitait désormais, venaient lui demander son aide concernant leurs problèmes. Ceux-ci étant souvent liés à des oppositions personnelles avec leurs proches ou leurs voisins, dans un souci de vengeance, plus que pour obtenir des soins pour une maladie rare ne pouvant être guérie par un médecin classique. La science des arts médicinales de Liselotte, qu'elle soit utilisée à bon ou mauvais escient, restait populaire, ce qui assurait cette dernière des revenus réguliers. Bien que ceux-ci ne lui étaient plus primordiaux, car ayant adopté une vie d'ermite au sein de cette montagne et se contentant des ressources naturelles de celle-ci, par la pose de pièges pour le gibier, ainsi que la cueillette de plantes et de fruits, ce qui lui permettait de vivre décemment, sans aucune contrainte extérieure. Néanmoins, elle appréciait offrir l'espoir de la résolution de leurs soucis à ces gens faisant des kilomètres pour la voir, affrontant la rudesse des monts escarpés où elle s'était installée, rien que pour solliciter son aide. Cependant, elle refusait d'effectuer quoi que ce soit à toute personne s'étant convertie au christianisme, obligeant ceux et celles ayant parcouru tant de kilomètres pour la rencontrer à rebrousser chemin. On disait même qu'elle sentait parfois la venue d'un de ces chrétiens et qu'elle les accueillait à coups de chutes de rochers sur le parcours menant à sa cabane, occasionnant plusieurs morts. D'autres fois, elle poussait le vice de sa vengeance envers l'église et ses ouailles, qui avaient le culot de venir la voir après l'avoir conspuée, en leur offrant des boissons empoisonnées et se servant de leurs cadavres pour décorer l'intérieur de sa modeste demeure. Nombre de ces œuvres décoratives s'offraient aux quémandeurs de ses services, formant une sorte d'avertissement à ceux qui les attendaient s'ils étaient des chrétiens et osaient venir quérir son aide. Une situation qui déplut à des rejetés ayant pu survivre aux punitions de Liselotte qui avertirent l'évêque de la ville responsable de son exil. Ce dernier, furieux d'apprendre que la pécheresse diabolique continuait de pervertir des âmes perdues, demanda à Saint Martin de s'occuper du cas de la sorcière impie, ce que ce dernier accepta. Ainsi, le saint fit route vers la cabane de Liselotte, échappant de justesse à la chute des rochers lancés par elle, car averti par le tonnerre provoqué par l'arrivée de la menace sur le convoi, dont il était le meneur, malgré la vitesse de descente du danger rocheux. Après une deuxième tentative de la sorcière, Saint Martin tendit une grosse croix qu'il portait autour du cou, spécialement étudiée pour mettre fin aux créatures du diable. Au même moment, un énorme grondement se fit entendre, secouant toute la montagne. Du fait d'une force irrésistible, Liselotte fut projetée à terre et transformée en pierre, se fondant dans la roche et les arbres avoisinants jusqu'à fusionner avec eux. Son esprit était tellement empli de connaissances et de noirceur qu'il s'étendit sur plusieurs kilomètres des lieux, constituant la forme que l'on connaît et donnant naissance au Rotofen. C'était une belle légende, comme il y en a tant dans notre chère Allemagne. Si, au départ, l'art de ma grand-mère, ressemblant fortement au style de la sorcière Liselotte décrit dans la légende, fit peur aux habitants de mon village, ceux-ci craignant que cela réveille l'esprit de la sorcière car touchés d'avoir une héritière, ils se ravisèrent vite, car conscients que ce n'étaient que des objets, somme toute, complètement anodins. En dehors de leur aspect morbide, cela restait une forme artistique qui n'était pas plus dérangeante que d'autres ayant adopté des styles empruntés au cinéma d'horreur, comme il en foisonnait tant sur le net. Bien sûr, certains détracteurs accusèrent ma grand-mère de vouer une sorte d'admiration, de culte à Edgein, auquel son art faisait immédiatement penser, si l'on se réfère à ce que la police a découvert au sein de la sinistre demeure du tueur en série. Il y a même eu des rumeurs qui prétendaient que les os de jambes, de pieds, de mains et les crânes constituant la base des œuvres de ma grand-mère étaient de véritables restes de corps, pris dans le cimetière du village ou dans d'autres aux alentours. Une rumeur qui fut vite démentie. Plusieurs clients de ma grand-mère, voulant savoir si ces rumeurs folles étaient fondées, firent analyser les objets qu'ils avaient acquis auprès d'elle en faisant appel à des spécialistes usant de spectrographes pour détecter si, oui ou non, ces objets morbides contenaient des os humains. La conclusion de ces différentes analyses fut sans appel.
Aucun des objets confectionnés par ma grand-mère n'avait pour base des cadavres, des squelettes ou quoi que ce soit pouvant faire penser qu'elle était la Ghoul de Farburg. Le gentil nom dont fut affublée ma grand-mère par ceux et celles étant persuadés que son commerce était encore bien plus macabre qu'il ne le montrait en apparence. C'est d'ailleurs à cause de cette publicité gratuite que la popularité des objets créés par ma grand-mère fit un bond énorme auprès des passionnés de l'art horrifique. De seulement quelques clients au départ, la vente de ces créations grimpait après chaque analyse faite par des acheteurs. Il y a même eu une exposition à Berlin où furent montrées plusieurs œuvres spécialement modelées pour l'occasion, puis mis en vente sur son site web par la suite. Autant vous dire qu'à des périodes propices au merchandising de l'horreur comme Halloween, les acquisitions des œuvres de ma grand-mère s'arrachent en grande pompe. Son atelier est un vrai musée à ciel ouvert avec une partie accessible au grand public, constituant sa boutique où on peut acheter à des prix très raisonnables, ce qui a aussi contribué au succès de son art, des lampes composées de cages thoraciques plus vraies que nature, des cendriers en forme d'os de main, des décorations de pieds de fauteuil à l'aspect de panard osseux. Cadres, contours de miroirs, pipes, vases, boîtes décoratives et divers petits gadgets du même ordre, tous à l'allure d'os humain, c'est tout un panel très large qui est proposé aux fans de cet art. Et notre village, en particulier la boutique de la Ghoul de Farburg, nom qui figure en tant qu'enseigne au-dessus de la porte d'entrée quand on arrive devant le commerce de ma grand-mère, profite largement des retombées de la notoriété de ces objets à part. En particulier lors de la Witch Week, une fête locale célébrant la fin de l'Iselotte, la sorcière de la légende dont je vous ai parlé en préambule de mon récit, et ce durant 7 jours. Une période où tout le village est en effervescence. Certains artisans se mettent au diapason de l'art de la Ghoul lors de ces jours emblématiques de tous les fans d'horreur de la région ou venant de plus loin. La boulangerie propose des pâtisseries aux formes de squelettes, de zombies, de diables, mais aussi des gâteaux représentant le visage de la sorcière sur leur dessus. Un petit clin d'œil à la Ghoul et son art macabre, dont le nom est devenu officiel depuis quelques mois. Raison pour laquelle ma grand-mère a fait changer l'ancien nom de Flexion Art en la Ghoul de Farburg. Une désignation qui lui a beaucoup plu, disant même d'elle qu'elle reflétait bien son activité. Je n'ai pas trop bien compris quand elle a dit ça, justifiant le choix de ce nom par la même occasion. Mais j'allais très vite comprendre la vérité derrière l'art a priori innocent, quoique morbide et étonnant de la part d'une personne ayant un certain âge, de ma grand-mère. Celui-là même qui ravissait tant de monde à travers toute l'Allemagne, et même au-delà. On a même vu de célèbres réalisateurs spécialisés dans l'horrifique, comme Guillermo del Toro, un de ses clients les plus connus, arborer les objets de la Ghoul lors d'interviews au sein de leur maison. Flexion est devenue une sommité de plus en plus importante grâce à ses fans de la première heure que sont les grands noms de l'horreur. Les photos de ses œuvres parsèment le net, notamment sur Pinterest et Instagram, dont le compte officiel compte désormais près de 2 millions d'abonnés. Et le fait que chaque objet fabriqué est une pièce unique, en faisant des raretés qui font la fierté de ses acquéreurs, cela accentue encore plus la demande. À tel point que ma grand-mère n'a eu d'autre choix que d'engager une vendeuse pour sa boutique afin de consacrer tout son temps à la fabrication de nouvelles œuvres et suivre la demande de plus en plus forte. En revanche, personne ou presque n'est autorisé à la voir confectionner en direct live ses œuvres. Elle a fait exception pour de rares interviews où des youtubeurs et des journalistes divers ont pu filmer sur place la Ghoul en plein travail. Pour autant, ils ne furent pas autorisés à voir la matière première de son art, ces fameux os, plus vrais que nature, justifiant ce secret en indiquant que savoir ce fait briserait le mystère et l'aura de son art, ce qui était parfaitement compréhensible et accepté par tous. Mis à part quelques complotistes s'étant mis en tête que les spécialistes ayant analysé les œuvres de la Ghoul n'avaient pas les outils adéquats pour véritablement détecter la vraie nature de ce qui constituait ces matières premières. Certains ont même affirmé qu'ils avaient la preuve de ce qu'ils avançaient, que cet art morbide l'était bien plus qu'on le pensait. Ils avançaient des théories liant certaines disparitions en montagne, incluant des trekkers, des skieurs ou de simples touristes, à la quantité d'ossements dits factices composant la base des objets confectionnés par la Ghoul. Mais chaque soi-disant révélation n'était en fait que de pure spéculation, voire des fakes mal faits, se basant sur des simili-films amateurs où on voyait soi-disant Flexion dans la montagne suivre des touristes, se cachant derrière des arbres, attendant sans doute le moment propice pour obtenir un corps de choix pour ses futurs objets. D'autres vidéos, tout aussi ridicules et mal faites, montraient une silhouette creuser les tombes des cimetières des villes proches de Farburg. Si effectivement il y a bien eu des profanations dans ces villes, il a été démontré qu'elles étaient le fait de mouvements sectaires ou de groupes de jeunes voulant profiter justement des doutes envers l'art de la Ghoul et revendiquant parfois pleinement leurs actions sans la moindre gêne. Toutefois, en l'absence de preuves formelles pouvant les traîner devant un tribunal, comme des vidéos où on les identifierait, la quasi-totalité de ces groupes ne pouvait pas être mis à l'arrêt. La police indiquait que, bien que suspects, sans éléments de preuve indiscutables, leurs déclarations où ils affirmaient être les auteurs de ces actes ne restaient que des paroles proférées pour semer le doute afin d'attirer l'attention. Les enquêteurs s'accordaient à dire qu'il était plus que probable que ces groupes n'aient rien fait du tout.
mais ils profitaient d'apprendre la découverte de nouvelles profanations pour se vanter d'en être les auteurs. Ceci afin d'obtenir une célébrité acquise en se fondant sur les affirmations de culpabilité des complotistes accusant Flexion d'être en cause dans ses vols de cadavres dans les cimetières. La plupart des vidéos ont été débunkées. Il fut établi avec certitude qu'il s'agissait de fakes grossiers créés par des jaloux du succès de la Ghoul dans le but d'incriminer ces dernières et se faire de la publicité sur son dos. Il reste bien une vidéo dont l'origine n'a pas pu être déterminée, publiée anonymement via un VPN au sein d'un site spécialisé dans les faits étranges et multipartagée sur de nombreux réseaux depuis. Mais l'image est tellement floue et le grain de la vidéo tellement prononcé qu'il est difficile de savoir s'il s'agit d'un autre fake ou bel et bien du fameux profanateur ou profanatrice défrayant la chronique dont certains tentent régulièrement de s'approprier les mérites de ces actes, ce qui confortait les dires des complotistes dans leur délire impliquant Flexion. Ces derniers demandaient à ce que leur cible privilégiée montre en public ses matières premières si elle désirait qu'on puisse la croire sur ses affirmations de n'être en rien coupable de ce dont elle était accusée de manière honteuse. Je ne croyais pas non plus à ces allégations mensongères, jusqu'à ce que je découvre la pièce où ma grand-mère mettait au point ses créations. Cela alors que je l'avais vue sortir en pleine nuit de sa maison. C'était le dernier soir de la Witch Week. Comme toujours ce jour-là, ma grand-mère s'était enfermée dans son atelier et avait demandé à ce que personne ne la dérange pour demander sa présence en tant que star du village à la fête, ou dans l'objectif d'obtenir une interview, voire une séance de selfie qui assurerait le buzz à leur diffuseur. Contrairement à tous ceux de mon village, elle n'était pas trop fan de ces festivités, même si elle représentait la période occasionnant les meilleures ventes de ces objets d'art. Elle disait qu'elle trouvait cette fête disproportionnée et ne comprenait pas son engouement, précisant que les cris dans les rues et les sons de sonnettes des fans voulant la voir en personne à son domicile la dérangeaient quand elle travaillait. Raison pour laquelle, quand la Witch Week arrivait, et particulièrement le dernier soir, apothéose des festivités, elle se bouchait les oreilles pour ne pas avoir à supporter ces dérangements. Ma famille et moi, on comprenait tout à fait sa position. D'autant que, grâce à elle, on vivait plus que confortablement, car bénéficiant régulièrement de dons d'ordre financier de sa part. C'est pourquoi on n'a jamais cherché à la faire changer d'avis. Mais ce soir-là, je compris la vraie raison pourquoi elle n'aimait pas la Witch Week et l'effervescence des festivités en découlant. Ce n'étaient pas les cris des enfants, les musiques ou les divers bruits dus à la fête qui la gênaient en fait. C'était simplement parce que l'omniprésence de nombreuses personnes dans les rues et alentours l'obligeait à se montrer plus prudente et discrète sur ses activités nocturnes. À vrai dire, je n'avais jamais vraiment remarqué qu'elle puisse avoir une vie la nuit. Notre maison était assez éloignée de la sienne, qui était en périphérie du village, à l'écart de tous. À ma connaissance, elle avait toujours vécu ici, et certains disaient même qu'elle faisait partie des tout premiers habitants, voire même qu'elle était fondatrice du village à une époque lointaine. Cependant, rien dans les archives de notre lieu de vie n'a jamais pu établir avec précision la date de création de notre village. Il n'existait rien sur cette période, comme si quelqu'un ne voulait pas que l'on apprenne cette partie de l'histoire. Quand on demandait au maire le pourquoi d'un tel mystère autour de ça, il se contentait de dire que ça n'avait pas d'importance, précisant que le principal, c'était aujourd'hui. Connaître notre passé n'apporterait rien de plus à notre quotidien. D'un côté, il s'agissait de paroles pleines de sagesse, mais dans le même temps, c'était assez curieux de sa part qu'il entretienne le mystère autour du fondement de notre village. Je ne tarderai pas à comprendre la raison de cette insistance à cacher le passé de Farburg, en même temps que j'allais découvrir le secret de fabrication des objets d'art morbide de ma grand-mère. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé cette nuit de fin des festivités de la Witch Week, qui allait bouleverser tout ce que je pensais connaître sur ma grand-mère, et mettant en lumière plusieurs faits dont elle était accusée par nombre de détracteurs, je participais, comme les autres enfants, au concours de costumes devant des visages radieux et heureux d'assister à ce moment phare de la fête. Mes parents m'avaient accompagné, comme toujours, même si, au vu de mon âge, ils considéraient que j'étais assez grand pour présenter seul ma tenue sur scène, comme un pro. Je précise que j'avais 15 ans depuis quelques jours à ce moment, et j'avais confectionné un costume de vampire avec l'aide de ma mère. Du coup, dès la fin du concours, où j'ai eu l'honneur de finir à la 4e place, pour que je puisse profiter des nombreuses autres animations au sein de la fête, j'ai été laissé au sein d'un petit groupe constitué de mes amis les plus proches, dont une partie avait participé aussi au concours, avec moins de succès. Pour mes parents, c'était un gage de sécurité. D'autant que parmi le groupe se trouvait Helga, qui avait été pendant longtemps ma babysitter. Alors forcément, mes parents savaient que j'étais entre de bonnes mains, ce qui leur permettait de faire la fête de leur côté, entre adultes, au sein de la salle des fêtes où était organisé, comme chaque année, un bal spécial Witch Week. La soirée s'était bien passée et mon sac était rempli à ras-bord de l'eau d'hiver gagnée au stand. J'ai demandé à Helga si je pouvais revenir chez moi tout seul parce que j'étais fatigué. Bien qu'un peu réticente au fait que je parte sans être accompagné dans le noir, devant mon insistance, elle acceptait finalement, à la condition que je ne perde pas de temps et que j'indique à mes parents qu'elle s'était chargée de me raccompagner, ceci pour lui éviter de se faire gronder le lendemain. Je lui promettais et je quittais le petit groupe.
Sur le chemin, je voyais de loin la maison de ma grand-mère et j'ai eu envie de lui faire un petit coucou avant de rentrer. Je savais qu'elle devait travailler, mais elle était toujours aux anges quand je venais la voir. Je voulais lui faire une surprise. Je me souvenais alors qu'elle ne fermait jamais la porte de la remise à l'arrière de la maison, celle-ci étant reliée directement à cette dernière, ce qui assurait de pouvoir y pénétrer facilement. Ce n'était pas vraiment surprenant. Beaucoup dans le village ne fermaient pas non plus leurs portes. On se connaissait tous et personne n'aurait eu l'idée d'aller visiter les maisons des autres en profitant de leur absence ou en pleine nuit pendant leur sommeil. Ça ne faisait pas partie de notre culture de voisinage et chacun avait confiance dans les autres. Jamais il n'y a eu de soucis de cet ordre à ma connaissance. Donc, je me rendais vers la remise, me disant que ce détour, malgré la promesse faite à Elga, ce n'était pas un gros mensonge. Je ne resterais pas longtemps après tout, et je filerais à ma maison juste après. C'était juste dans l'idée d'apporter un peu de réconfort à ma grand-mère. Ça me peinait qu'elle se trouvât seule ce soir-là, même si je comprenais le fait qu'elle ne veuille pas participer à la fête. Tout le monde au village acceptait sa décision de ne pas être dérangé ce soir-là. Après tout, c'était grâce à elle si tout le monde vivait plus que correctement, du fait de sa notoriété apportant touristes et argent à profusion à chacun. Je fus surpris de constater que la porte de la remise soit fermée, ce qui me semblait curieux. Ce n'était pas la première fois que je me rendais chez ma grand-mère en le cachant à mes parents, même en soirée, et plusieurs fois j'étais passé par là. Mais je ne fus pas dépité pour autant, car j'avais une clé pour l'ouvrir. Papa et maman ne le savaient pas, mais un jour je les ai entendus dire qu'ils possédaient cette clé, confiée par ma grand-mère au cas où, sans pouvoir entendre avec précision les détails de la conversation. J'étais sorti pour aller aux toilettes cette nuit-là, et je m'étais mis dans l'ombre du couloir, tout près de la cuisine où ils discutaient. Je les ai vus mettre la clé dans une boîte qu'ils ont placée tout en haut d'un meuble, poussée contre le mur, tout au fond, de manière à ce que ça ne soit pas visible vu d'en bas. J'ai profité un jour où ils étaient occupés à effectuer des travaux dans ma chambre, ceci dans le but de m'installer une bibliothèque et des étagères, pour m'infiltrer dans la cuisine, prendre une chaise et accéder à la cachette. J'ai pris la clé et remis la boîte à sa place, avant de dissimuler toute trace de mon forfait. Je me disais que cette clé me serait bien utile un jour pour faire une farce à ma grand-mère, sachant son goût pour les surprises. Et cette clé, je la portais toujours sur moi, en toute occasion. Elle était placée dans le petit sac porte-bonheur qui ne me quittait jamais, autour de mon cou. Un petit sac en toile où figuraient un cheveu de papa, maman et grand-mère, ainsi que leurs photos. C'était une idée que j'avais eue après l'avoir vue dans un livre, afin de les avoir toujours auprès de moi. Ils ont trouvé ma demande charmante, et m'ont offert avec choix les éléments à placer dans mon petit sac. Ils savaient que c'était quelque chose de sacré pour moi, et ils n'y touchaient jamais. Impossible pour eux de deviner que j'y cachais cette clé. Je les sortais donc de sa petite cachette et ouvrais la porte aussi discrètement que possible, refermant derrière moi et pénétrant à l'intérieur de la maison, après être passé par la porte reliant les deux lieux. Comme je voulais faire une surprise, j'ai essayé de ne pas faire trop de bruit. C'est là que j'ai aperçu ma grand-mère dehors, en la voyant à travers une vitre, et semblant se diriger vers le village. J'ai voulu ouvrir la fenêtre et l'appeler, mais il y avait quelque chose de curieux. Elle n'avait pas l'air comme d'habitude. La lune éclairait un peu sa silhouette et elle était différente. Ses bras avaient l'air plus longs, décharnés. Elle ne portait pas de vêtements, alors qu'il faisait très froid dehors. Ses cheveux, elle n'en avait plus. Quant à ses jambes, elles étaient toutes biscornues de ce qu'il me semblait apercevoir. Pourtant, je reconnaissais son visage, bien que lui aussi était quelque peu étrange. Elle avait plus de rides qu'habituellement. Ses yeux semblaient plus étirés, avec un nez plus long. J'étais fatigué à ce moment, et je me disais que c'était peut-être à cause de ça que je pensais voir ma grand-mère différemment. Avec l'ambiance de la Witch Week en plus, ça devait quelque peu forcer mon imagination à voir quelque chose de fantastique, propre à l'atmosphère de la fête. Je n'ai pas trop fait attention sur le coup, mais avec le recul, je me suis rappelé qu'elle prenait la direction du cimetière du village, qui était situé à l'extérieur de celui-ci, tout près du petit bois au bas du Rotofen. J'étais un peu déçu de ne pas pouvoir faire ma surprise. Mais j'ai repensé à une chose. Vu que ma grand-mère n'était pas là, je pourrais peut-être avoir enfin l'occasion de découvrir le secret de fabrication de ces objets. Sa matière première, dont l'accès était interdit à quiconque, même à moi. Je crois que seuls papa et maman étaient autorisés à y accéder, et connaissaient donc eux aussi le secret. Mais je n'étais pas sûr de ça. Je me suis donc dirigé vers son atelier. C'était la première fois que je m'y rendais seul. Ça me faisait bizarre. Sans grand-mère à mes côtés, les objets qui y étaient, à divers stades de fabrication, me faisaient plus peur que d'habitude. Tout l'endroit était nettement plus terrifiant, et j'étais trop curieux de savoir pour m'arrêter maintenant. J'étais devant la porte secrète, là où je saurais de quoi grand-mère se servait pour donner autant de réalisme à ces objets d'art morbide. À ce moment-là, je n'imaginais pas ce que j'allais y trouver.
Mon âme de petit garçon faisait que je pensais tomber sur des morceaux de plastique, du cuir et du matériel du même style qu'elle mélangeait et fusionnait entre eux pour former les os servant la base de ses œuvres, avant de les ramener au sein de son atelier classique. Celui où elle n'autorisait que de rares personnes à s'y rendre en sa présence. Sans doute pour s'assurer que personne ne tenterait d'en apprendre plus sur son art et fouillerait là où il ne fallait pas, mettant à jour son secret. Et comment dire? Eh bien, vous savez, quand je vous ai dit qu'on l'accusait de piller les tombes, ou qu'elle était responsable de la disparition de touristes dans la région, je vous ai dit aussi qu'il était impossible que grand-mère puisse être suspectée de ça, parce que je savais qu'elle était bien trop gentille pour faire de tels actes. Toute mon admiration pour elle est tombée d'un coup, en découvrant que ce que je prenais pour Dimon Drago, des rumeurs infondées, était vrai. L'intérieur de la pièce montrait des monceaux d'os un peu partout, de différentes tailles, différentes formes. Je ne les connaissais pas très bien en anatomie humaine, mais j'avais quand même vu des images de squelettes dans des livres à l'école. Ce qu'il y avait dans cette pièce, on y retrouvait tous les os possibles du corps humain. Os de pieds, de mains, cage thoracique, crânes appartenant à divers âges, certains adultes, d'autres étant sûrement ceux d'enfants, et même de bébés. Ce n'était pas tout. Je voyais plusieurs bacs comportant des objets ayant appartenu vraisemblablement à des personnes bien vivantes. Certains des os que je voyais semblaient être assez vieux, parsemés de fêlures ou recouverts de poussière, de trous causés sans doute par l'érosion suite à un long séjour sous terre. Il y en avait d'autres semblant plus récents, et comportant encore des traces de ce que j'imaginais être des résidus de chair. Ce qui laissait supposer que les propriétaires de ces os neufs étaient également ceux dont les objets se chevauchaient dans ces bacs. Des montres, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, et même des structures métalliques qui devaient être des restes de scarification ou de prothèses, telles que j'en avais vu sur Instagram ou à l'intérieur de livres. Il y avait aussi dans un coin des restes d'habits déchirés, couverts de sang, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. À côté de cet atelier de l'enfer, il y avait une autre petite pièce. Bien que terrifié de ce que j'avais déjà vu, me faisant voir ma grand-mère sous un angle totalement différent de l'idéalisation dont je l'auréolais avant ça, je me rendais à l'intérieur de cet autre lieu. Elle se composait de plusieurs rangées de congélateurs de restaurants disposés sur les différents pans de murs présents, ainsi qu'un grand frigo. Je tremblais de partout, mais je voulais aller jusqu'au bout. Appelez ça un désir morbide de curiosité. J'ai failli vomir en trouvant, disposés dans des boîtes Tupperware, des yeux, des oreilles, des cerveaux, des cœurs et des dizaines d'autres organes. J'ai refermé la porte du frigo vivement, ayant du mal à respirer, posant une main sur ma bouche pour m'empêcher de déglutir l'intégralité des sucreries, hamburgers et autres cochonneries dévorées au stand de nourriture. J'avais des palpitations m'envahissant tout le corps, ma tête tournait. Malgré ça, j'ai réussi à avoir le courage d'ouvrir un des grands congélateurs plaqués contre les murs. À l'intérieur se trouvaient des corps congelés d'hommes et de femmes nus, dénués de peau, vraisemblablement arrachés. J'avais aperçu des boîtes où figuraient des textures bizarres dans le frigo, sans parvenir à l'identifier, puis le peu de temps durant lequel je suis parvenu à regarder. C'était sûrement la peau de ces corps. Cette fois, je ne parvins pas à me retenir, et je tombais à genoux, vomissant mes tripes suite à ce spectacle horrible. Une erreur de taille. Si grand-mère voyait ça, elle saurait à coup sûr que quelqu'un était venu ici et avait découvert son secret. Mais je n'avais pas le courage de me résoudre à nettoyer la preuve de mon passage à ce moment-là, peinant déjà à me relever et fermer le congélateur. J'avais perdu la notion du temps. J'étais resté plus longtemps que prévu dans cet antre de l'horreur, m'ayant fait comprendre que les suspicions impliquant ma grand-mère, de la part de gens qu'on désignait comme des jaloux de son succès, des complotistes ayant fabriqué de toutes pièces des vidéos pour la discréditer de ses affirmations d'innocence aux faits qui lui étaient reprochés, tout était la stricte vérité. J'avais les preuves sous les yeux. Pourtant, je n'aurais jamais le courage d'emporter ne serait-ce qu'un morceau de ce qu'il y avait ici pour dénoncer grand-mère. Et je n'avais pas emporté mon portable pour prendre des photos non plus. Sans compter que je n'avais pas le cœur de trahir ma grand-mère, malgré ce qu'elle avait fait. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, bien que l'évidence de sa culpabilité m'apparut plus qu'indiscutable. Des analyses avaient été faites par des spécialistes, démontrant que les soupçons des acheteurs et autres complotistes sur la nature des matières premières étaient erronés. Comment avait-il pu se tromper à ce point? À moins que j'étais déjà plongé en plein dans l'horreur. Mais ce qui me venait à l'esprit était encore pire. Ces fameux spécialistes étaient peut-être payés pour donner des analyses fausses, des rapports et des preuves entièrement fabriquées, radio à l'appui, afin de calmer les rumeurs pouvant donner la preuve de la nature de ma grand-mère.
Mais en ce cas, si leur complicité était avérée, quel pouvait bien être leur mobile pour masquer cette horrible vérité? Y trouvaient-ils un avantage? Des pourcentages sur les ventes des œuvres de ma grand-mère, peut-être? Des cadeaux sous forme de pièces uniques à leur demande? Ou tout simplement de l'argent versé sur leur compte en banque ou un compte offshore dans un paradis fiscal, afin que ces revenus ne soient pas révélés et leurs mensonges affichés au grand jour. Ils trafiquaient leurs rapports et leurs documents d'analyse en échange d'avantages substantiels en numéraire. Il y avait une autre possibilité, et c'est là que l'horreur atteignait son comble. L'impression que j'avais eue de voir grand-mère tout à l'heure au dehors, celle où j'avais cru qu'elle était différente, ce n'était peut-être pas dû à la fatigue, comme je l'avais cru, mais sa vraie nature. Et cette supposition devint une certitude quand je voyais, dans un recoin sombre de la pièce, une sorte de vestiaire de lycée comme on en voit dans les films pour ados américains. Bien que je tremblais encore plus qu'avant, je m'avançais. Je voulais avoir le fin mot de l'histoire sur ce qu'était peut-être ma grand-mère. En l'ouvrant, j'en eus la confirmation. Suspendu à une sorte de crochet figurait une peau humaine. Tout un corps fait de peau. Je reconnaissais ses cheveux caractéristiques, la bague à sa main droite, le petit tatouage de chat à son épaule gauche, la tache de naissance sur son ventre. Cette peau, c'était ce qu'elle utilisait pour masquer sa vraie apparence. Je repensais au terme dont on l'avait affublé et qui était devenu le nom de son commerce, la Goule de Farburg. Celui qu'elle avait trouvé tellement conforme à son activité, qu'elle me l'avait confié, sans que j'en saisisse le sens. Je pensais qu'elle disait ça de manière sarcastique, pour se moquer de ceux lui ayant donné son nom, et que c'était dans un but de les narguer qu'elle l'avait adopté. Mais en fait, c'était bien plus qu'une blague lancée par des petits malins qu'elle avait trouvée amusante. C'était ce qu'elle était. J'avais entendu parler de cette trace de monstre hantant les cimetières, se nourrissant de cadavres la nuit. Certaines espèces pouvaient se fondre parmi les humains, en prenant leur apparence, adoptant leur mode de vie, leur culture, quelle qu'elle soit, suivant le pays, la région, la ville. Mais alors, si ma grand-mère était bien une vraie goule, ça voulait dire que mes parents, papa et maman, eux aussi étaient des ghouls. Du coup, ce que je soupçonnais comme quoi ils connaissaient le secret de grand-mère prenait tout son sens. Et je me remettais à penser au maire, les précautions qu'il prenait pour qu'on ne sache rien des origines de la ville. Est-ce qu'il y avait un rapport avec la légende du Rotofen? Et si cette vieille histoire n'était pas complètement fondée sur l'imaginaire, mais qu'il y avait un fond de vérité? Liselotte, la fameuse sorcière, n'était peut-être pas une sorcière justement, mais une goule se faisant passer pour une sorcière. Une manière de dissimuler sa vraie nature aux yeux des humains. Il était aisé de comprendre que la partie où elle fut contrainte à s'exiler était peut-être vraie, à un certain niveau. Elle craignait que les enquêtes des hommes d'église finissent par découvrir ce qu'elle était réellement. Je supposais que toute la partie concernant Saint-Martin n'était que pure affabulation, et que le Rotofen avait toujours été comme il l'est aujourd'hui. Liselotte, en fuyant, n'a pas été dans la montagne, mais est restée à proximité, posant les bases du futur village de Farburg. Mes parents n'ont jamais su trop m'expliquer qui était mon grand-père, disant qu'il était parti il y avait longtemps dans la montagne, où il avait péri, tué par un animal sauvage, sans qu'on sache exactement lequel. Sans doute un ours. Si c'était un mensonge. Je sentais bien à chaque fois que je demandais des précisions sur cet épisode à ma grand-mère qu'elle bifurquait quand il s'agissait de parler de lui. Elle évitait le sujet habilement, le lançant sur autre chose, comme l'école, mes amis, les passions. Et si le maire était mon grand-père, cachant son appartenance à notre famille de manière volontaire pour des raisons qui m'échappaient encore, mais forcément dans un but de dissimulation de leur secret. J'étais sous le choc de toutes ces probabilités. À la lumière de tout ça, les fameux analystes mensongers ne percevaient peut-être pas de pot de vin, mais étaient eux-mêmes des ghouls. Leur récompense pour leur service n'était pas constituée d'argent, mais de corps, de viande à manger. Raison pour laquelle grand-mère conservait autant de corps dans ses congélateurs. Cela aurait pu lui servir de stock pour son usage personnel, mais au vu de la quantité, ça m'apparaissait soudainement peu crédible. Et il était plus que certain qu'il servait à fournir en viande ses complices chargés de cacher l'existence des ghouls à Farburg. Combien y en avait-il? Quelques-uns, la moitié, bien tout le village. Cette perspective me terrorisait. Helga, est-ce qu'elle aussi était une goule? Est-ce qu'elle aussi m'avait menti depuis tout ce temps? Et que c'était pour cette raison qu'elle avait été choisie par mes parents comme babysitter pour moi? Et pire que tout, étais-je moi-même une goule? Non, si c'était le cas, j'aurais ressenti les goûts de viande. J'aurais découvert ma peau artificielle recouvrant mon corps, au gré de mes blessures causées par des chutes à vélo. Ou encore la brûlure que j'avais eue à mes 6 ans, très profonde, pourrait révéler mon vrai corps caché dessous. Non, j'étais humain, j'en étais certain. Ce qui voulait dire que j'avais été adopté.
Des ghouls ne peuvent pas mettre au monde un simple humain, c'est impossible. Je devais servir à donner le change, toujours dans le cadre de la dissimulation de la vraie nature de notre famille auprès de ceux du village n'en faisant pas partie. Ce qui voulait dire que tout le village n'était pas constitué de ghouls. Il y avait des humains, inconscients que leurs voisins, leurs amis, étaient des monstres se nourrissant de chair. Le commerce de grand-mère était un subterfuge de plus dans leur quête de masquer la réalité aux humains. Avais-je mangé de la viande humaine? Papa et maman, en me faisant croire que je mangeais des steaks, des entrecôtes, des faux filets, ont-ils poussé le vice de leur couverture en me nourrissant de la chair des victimes de cet immense complot? J'avais envie de vomir à nouveau à cette idée, et je ne pourrais plus jamais voir mon assiette de la même manière après ça. Et pour l'heure, je devais prendre mon courage à deux mains, et absolument nettoyer le sol. Nettoyer la preuve de ma découverte. Je devais profiter de l'absence de grand-mère et du fait qu'elle ignorait que je m'étais rendu chez elle en secret pour effacer toute trace de ma présence. Reprenant mes esprits, j'ai pu agir vite, nettoyant en profondeur, m'appliquant à vérifier que rien ne restait de mon passage, passant des lingettes sur tous les objets que j'avais touchés, les poignées du frigo, des congélateurs, du vestiaire, des portes, tout ce qui pouvait trahir le fait que j'étais venu ici. Après ça, la tête pleine d'interrogations sur ce que j'avais vu et conclu dans la maison de grand-mère, je repartais comme j'étais venu. J'eus la chance de ne pas avoir été surpris en partant. Grand-mère devait être fort occupée à dépecer des cadavres frais dont la chair finirait dans un des congélateurs, ou récolter des os robustes pour ses prochaines œuvres, tout ceci dans le but de les ramener dans son autre. Je repartais vers ma maison, enfin, la maison de mes parents adoptifs. C'était désormais une évidence que je ne pouvais plus évincer. Les jours qui suivirent, je n'ai pas montré de changement à mon attitude, faisant comme si de rien n'était. Mais craignant de voir ma grand-mère me demander si j'étais venu chez elle en son absence, en ayant découvert ce que notre famille était, son secret, ainsi que le lien avec le maire, qui ne pouvait être que mon grand-père. Ça aussi, ça m'apparaissait de plus en plus comme une certitude. Mais rien ne se passa. J'avais apparemment réussi à bien masquer mon passage, et ça me rassurait. Je n'osais imaginer ce qui m'arriverait s'ils venaient apprendre que je savais. Je finirais vraisemblablement dans une de leurs assiettes. Peut-être que mon corps serait revendu à leurs complices ou une autre goule de la ville, pendant que mes os seraient la base des prochaines œuvres de ma grand-mère. Après cette nuit-là, je vis dans la peur. La peur de commettre une faute, aussi minime soit-elle, qui leur fasse comprendre que je suis au courant de leurs secrets et celui des fondements même de cette ville. La peur qu'ils découvrent que je savais que Liselotte, la fameuse sorcière à l'origine du mythe expliquant la formation du Rotofen, était ma grand-mère. Je n'ai pas droit à l'erreur. Pareil à toute éventualité, j'ai écrit ce journal. Je ne sais pas si la personne qui le lira parviendra à croire tout ce que je raconte, mais je vous assure que ce que vous lisez en ce moment n'est pas un délire d'adolescent trop passionné par l'horreur ou une autre connerie du genre. Je vis désormais un cauchemar permanent, et je n'arrive plus à voir les autres habitants du village comme avant. Je me demande si eux aussi sont des ghouls, des monstruosités se nourrissant de chair humaine. Je me demande si Liselotte, ma grand-mère, est venue dans notre monde par le biais d'un portail mystique situé dans la montagne ou quelque chose d'autre, propre à ouvrir le passage vers une autre dimension, un autre monde, et n'a jamais pu y repartir, car coincé ici. Certains affirment que ces passages existent, et que seuls quelques initiés peuvent les voir, les actionner, et inviter des créatures innommables de venir parmi nous, pouvant vaquer à leur guise quand elles franchissent la ligne. Peut-être ne vaut-il mieux pas savoir. Il y a sans doute des monstres encore pires qui vivent au sein de la race humaine. Soyez méfiants. Ils peuvent être votre voisin, votre ami, votre épouse, vos parents. Je ne sais pas combien de temps je parviendrai à cacher ce que je sais. Considérez ce journal comme mon testament. Et si quelqu'un vous dit qu'il a vu un vrai monstre, ne le regardez pas comme s'il était dérangé. Les monstres existent. Je vis avec plusieurs d'entre eux. Il n'est pas toujours facile d'accepter que les personnes qu'on aime nous ont menti depuis notre naissance. C'est le dur constat appris par le jeune protagoniste de cette histoire. Non seulement il a découvert que sa grand-mère est un monstre, mais en plus de ça, toute sa famille l'est sans doute aussi, ainsi qu'un grand nombre des habitants de son village. Une révélation à double tranchant pour le jeune garçon, car il ne peut dévoiler la vérité sans risquer de servir de repas et de matière première aux œuvres de sa grand-mère qu'il aimait tant, et qui maintenant ne lui fait ressentir que dégoût et terreur, au même titre que ses parents et Elka. Un secret qu'il a l'obligation de laisser enfoui pour son propre bien. Il n'a même pas la possibilité d'en parler à quelqu'un de confiance du village, car après ce qu'il a découvert, il ne sait plus à qui se confier sans se mettre en danger. N'importe qui au village, dont ses jeunes camarades d'école ou ses voisins, tous peuvent être des ghouls, comme l'est sa grand-mère, qui est bien plus vieille encore qu'elle n'y paraît. Car vivant dans notre monde depuis sans doute des centaines d'années, à la faveur d'un passage créé par un humain inconscient de ce qu'il avait provoqué en la laissant pénétrer au sein de notre dimension. Tout le village de Farburg n'est ni plus ni moins qu'un véritable nid de ghouls, et ce n'est sans doute que la surface.
Le jeune garçon sait désormais que d'autres complices, peut-être des ghouls elles aussi, vivent en dehors du village et contribuent à assurer le secret et la pérennité à la fois de celui-ci, mais également la survie de leur race. Si Ludel venait apprendre que quelqu'un était au courant de leur secret, elle n'hésiterait pas à se débarrasser du problème. Le protagoniste ignore où il a été adopté, et dans quelles circonstances. Il sait seulement qu'il sert de faire-valoir pour mieux dissimuler la vérité horrible qu'il a mis au jour. Désormais, il a conscience qu'il n'a pas droit à l'erreur pour que personne ne soupçonne qu'il sait. C'est sa seule chance de survie, en attendant qu'il puisse un jour partir du village une fois atteint l'âge adulte. On ne sait jamais vraiment tout de notre famille, nos voisins, nos amis. Mais est-il si important de tout savoir d'eux en profondeur? Car connaître la vérité peut nous les faire voir sous un jour très différent de ce qu'on pensait, et parfois nous mettre en position d'un danger extrême, sachant qu'il y a peu de chances que l'on nous croie, en déclarant la nature du secret qui les entoure. Dans ces cas-là, se taire est peut-être la meilleure des solutions pour continuer de vivre. Autour de vous vivent peut-être des monstres, pensez-y, prêts à vous ajouter à leur tableau de chasse s'ils vous soupçonnent de savoir ce qui en est à leur sujet. Réfléchissez bien avant de décider de vouloir tout savoir de vos proches, car il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je vous dis à présent à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.